De par le monde, la mer a toujours été vue comme une barrière, séparant les peuples, les isolant les uns des autres, chacun préférant rester sur son morceau de terre. Mais en Polynésie, les choses ne pourraient être plus différentes. Car si certains voient en l'océan un obstacle, les Polynésiens, eux, y voient une opportunité, une gigantesque route reliant toutes les îles de l'archipel. Et ces îles furent longtemps sous le contrôle d'un seul roi, le légendaire Tuetonga. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'ailleurs, pour un épisode qui sera un peu différent de d'habitude. Déjà parce qu'on va pour la première fois quitter complètement l'Afrique et ses représentants, et ensuite parce qu'on ne va pas s'intéresser à l'histoire d'un seul homme en détail, mais couvrir l'histoire d'un empire s'étendant sur près d'un millénaire. Pour cela, j'ai dû modifier un peu la structure habituelle. Nous allons donc d'abord voir l'histoire du pays de ses origines à son déclin, en passant par son expansion, son âge d'or et sa culture, puis nous finirons par nous intéresser aux sources et à l'impact de l'Empire sur le monde. Alors mettez-vous à l'aise, faites-vous un bon thé au cava. On dirait bien que c'est illégal. Ok, alors faites-vous discrètement un bon thé au cava, car aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire maritime des Tuetonga. Je précise par avance que par souci pratique, je vais utiliser des images polynésiennes d'à peu près partout sans trop me soucier de leur provenance. Tout simplement parce que sinon, la quantité d'images illustrant l'Empire Tonga correctement serait beaucoup trop réduite et aboutirait à une vidéo de moins bonne qualité. Donc si vous repérez quelques incohérences, ne soyez pas surpris, je suis au courant, j'ai juste pas le choix. Tout commence en Polynésie, dans un archipel d'une centaine d'îles, dont environ une trentaine habitées. Ces îles ont été peuplées pour la première fois 800 ans avant Jésus-Christ, par le peuple originel des Lapita. Cette implantation de population s'inscrit alors dans une gigantesque vague de migration des Lapita, qui découvrent et s'installent ainsi sur une bonne partie des îles de Polynésie, Mélanésie et même de Micronésie. Ces premiers habitants se développèrent sur l'archipel Tonga, mais également sur ceux à proximité, comme par exemple les Fidji ou les Samoa, entrant fréquemment en contact, développant des échanges commerciaux et culturels, mais entrant également parfois en guerre. Et c'est ainsi que l'archipel Tonga se retrouva sous la coupe de l'empire Tuimanoa, originaire des îles Samoa. Mais l'archipel Tonga finira par se libérer des envahisseurs étrangers, et des suites de ce conflit naîtra en 950 après Jésus-Christ le titre de Tuetonga. Car oui, Tuetonga est à la fois le nom du pays, mais aussi celui de son roi. L'empire Tuetonga est donc dirigé par le Tuetonga. Et voici maintenant le mythe fondateur de ce titre. Il fut un jour un chef samoan, considéré tel un dieu, du nom de Tangaloa Eitumatupoa, et qui vivait au ciel. Il décida un jour de descendre sur une île terrestre, et il y fit la rencontre d'une jeune femme noble tongienne. Beaucoup d'amour et de sport s'ensuivirent, et la jeune femme se retrouva mère d'un garçon nommé Ahoitu. Tangaloa, lui, remonta au ciel et ne revint plus. Ahoitu finit cependant par apprendre la vraie nature de son père, et il décida donc d'aller le voir en grimpant un arbre qui montait jusqu'au ciel. Il y trouva donc son père, mais également ses beaux-frères. Des beaux-frères qui n'aimaient pas beaucoup Ahoitu, et c'est donc tout naturellement qu'ils le tuèrent et dévorèrent son corps. Mais Tangaloa n'était pas content, et il fit donc vomir tous ses fils assassins, les restes de Ahoitu, dans un grand plat en bois. Il mélangea ensuite le tout à de l'eau et de l'herbe médicinale, ce qui eut pour effet de ramener Ahoitu à la vie. Tangaloa demanda alors à son fils de retourner sur Terre et de devenir le premier Tuetonga. Bon, vous vous doutez bien que la véracité de cette histoire est plutôt douteuse, mais d'une, elle nous servira un peu plus tard, et de deux, elle soulève un point très important, la dualité d'Ahoitu. Car si son père est un être divin samoan, sa mère est une noble tongienne, ce qui lui confère donc une légitimité pour s'occuper à la fois des affaires religieuses, mais également terrestres et administratives. De ce fait, le premier Tuetonga est donc un roi de droit divin, chef spirituel et politique. Et ce sera également le cas des rois suivants. Ainsi, le premier Tuetonga apparaît en 950 après Jésus-Christ, et avec lui l'empire Tuetonga. Ok, alors je préviens par avance, les noms de cette vidéo sont imprononçables pour le pauvre français que je suis. Alors je vais faire des efforts, mais je ne promets rien. Afin de ne pas trop vous perdre, j'ai mis en place un système. Si je prononce le nom d'un Tuetonga, j'afficherai en couleur son nom ainsi que son numéro. Par exemple, le 23e Tuetonga, Takalawa, verra son nom s'afficher ainsi. Ça devrait faciliter la compréhension. Fin de la parenthèse. Les débuts de l'Empire sont assez calmes, gagnant progressivement en influence. Mais les choses s'accélèrent à partir des Tuetonga 10 et 11,
Momo et Tutatue. Momo est crédité d'avoir déplacé la capitale tongienne de Toloa à Eketa. Son fils, Tutatue, y fait alors construire plusieurs sépultures royales en dalle de sable, appelées Lanji, ainsi qu'une structure mégalithique, le Haamonga Amawi, une structure monumentale pour l'époque, qui servait vraisemblablement de porte d'entrée à Eketa. Mais au-delà des considérations architecturales, le règne de Tutatui est surtout important pour sa politique envers les autres archipels. En effet, c'est la première fois que l'on entend parler d'un contrôle tongien sur des îles aussi lointaines que Fidji, Samoa et Uvea. La nature de ce contrôle est cependant assez peu décrite. On ne sait pas s'il s'agit d'une domination totale de la part de Tonga, ou bien une simple relation tributaire. Toujours est-il que les chefferies des îles sujettes à l'Empire doivent lui payer un tribut annuel, appelé Inasi, lors de la période des récoltes. Ces tributs consistent de biens manufacturés et de vivres, et seront apportés au Tuitonga par bateau. Et justement, parlons bateau. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la navigation était très importante dans la culture tongienne, et même toute la culture polynésienne. Les peuples de cette région du monde étaient tous des navigateurs experts, et leurs navires étaient très perfectionnés. Les plus gros, les Kalia, étaient des doubles canoës à voile, capables de transporter une centaine de personnes à la fois sur de très longues distances. Cette marine impériale était très utile pour asseoir l'autorité du Tuitonga sur ces sujets, ainsi que sur les chefferies soumises. Et justement, parlons du Tuitonga. Comme je l'ai dit, il jouit d'un statut divin et contrôle la politique de l'Empire. Mais son autorité va encore bien au-delà de ça. Par exemple, il a droit de vie ou de mort sur tous ces sujets. Sa personne est également sacrée, il est donc formellement interdit de le toucher. On dit alors que son corps est frappé du tabou, un concept qui s'est propagé jusque chez nous sous le nom de tabou. La structure sociale polynésienne a toujours été très stricte, et l'Empire tongien n'y fait pas exception. La caste guerrière y est très importante, et les élites jouissent de statuts très privilégiés. Un des symboles de cette caste supérieure est le pigeon. Si en France le pigeon est généralement perçu comme un rat avec des ailes, à Tonga, la capture de pigeons est un sport de haut rang, pour lequel on aménage des siaheulupe, des plateformes rondes sur lesquelles s'installait le chasseur. Le pigeon était alors un symbole de haute société, et l'Empire Tonga construira des plateformes de capture de pigeons sur la majorité des îles qu'il contrôle. Mais un jour, un cataclysme arriva. Les Samoa parvinrent à se libérer de l'Empire et à obtenir leur indépendance. Cet échec sans précédent déclencha la création d'une nouvelle caste dirigeante, les Falefa. Il s'agissait de conseillers, chargés de réorganiser l'Empire et d'aider le Tuitonga à asseoir sa domination sur les îles soumises. L'équilibre de ce nouveau système parvint à régler bien des problèmes, mais pas tous. Plusieurs Tuitonga, réputés comme étant tyranniques, furent assassinés. Ce fut le cas des 19, 22 et 23e. Et ce dernier, Takalawa, fut particulièrement important. Il fut assassiné par 2 hommes, puis mutilé. Les assassins accrochèrent finalement son corps à un arbre en guise d'humiliation supplémentaire avant de s'enfuir de l'île. En voyant cela, son fils, Kau Olofonoa, décida de le venger. Il interdit d'enterrer son père tant que justice ne serait pas rendue et partit en expédition punitive afin de pourchasser les criminels. Durant cette campagne, il parvint à conquérir de nombreuses nouvelles îles, telles que Rotuma, Niua Toputapu, Niua Fo'ou et Uvea. Alors si vous avez bien suivi, vous saurez que l'Empire tongien est déjà censé contrôler Uvea à ce moment-là, mais j'y reviendrai plus tard. Et c'est justement à Uvea qu'il retrouva les assassins de son père. Avant de les faire exécuter, il leur fit arracher les dents et les força à mâcher des feuilles de kava. Puis, il les fit vomir la mixture de feuilles mâchées mélangées avec leur sang et la but entièrement, gagnant ainsi le surnom de Fekai, le cruel. Alors cette scène vous rappellera peut-être le mythe fondateur des Tuitonga, quand Ahoitu fut dévoré, puis vomi par ses frères. Cette mise en scène de l'exécution des assassins est donc probablement une tentative de reproduction du mythe. Toujours est-il que Kau Olofonoa obtint vengeance et put donc rentrer au Tonga. Mais en revenant de son expédition, Kau Olofonoa découvrit que son frère, Mounga Motoa, avait usurpé son trône. S'ensuivit alors un conflit fratricide qui vit la victoire de l'usurpateur. Le Tuitonga légitime Kau Olofonoa dut alors partir en exil au Samoa pendant quelque temps. Malgré sa défaite et la perte de son pouvoir terrestre et administratif, Kau Olofonoa, en tant que Tuitonga, gardait son pouvoir divin et symbolique. Lui et son frère trouvèrent alors un accord complètement inédit. Kau Olofonoa conserverait son titre et son pouvoir religieux,
mais cédait son pouvoir administratif à son frère Mo'unga Motoa, créant alors un nouveau titre, celui de Tui Hatakalawa. Cet accord sans précédent fut un tournant dans l'histoire de l'Empire, et annonça le déclin de la lignée des Tui Tonga. Elle eut cependant du bon. Après cette restructuration, plus aucun Tui Tonga ne serait jamais assassiné. Les Tui Tonga restèrent cependant aux Samoa, se mariant avec des femmes locales et devenant, avec le temps, Samoans eux-mêmes, entraînant l'Empire dans une période plus influencée par la culture samoane. En 1610, le 6e Tui Hatakalawa, Mo'unga Tonga, créa pour son fils d'origine samoane, Ngata, une nouvelle dynastie, celle des Tui Kanokopulu. Ces derniers avaient maintenant pour rôle de faire tourner l'Empire. Cette décision marqua encore une nouvelle étape dans la samoanisation du gouvernement, et une décentralisation accrue de l'Empire, puisqu'une bonne partie du pouvoir était maintenant localisée à la fois au Tonga et au Samoa. Le Tui Hatakalawa, qui était alors devenu un rôle plus symbolique, se retrouva confronté à la fois au nouveau rôle de Tui Kanokopulu et à celui parallèle de Tui Tonga. Sans grand pouvoir ni intérêt, cette dynastie finit par sombrer et disparaître complètement. L'Empire continua de vivre jusqu'à l'assassinat du 14e Tui Kanokopulu, nommé Tukuaho. Ce dernier était réputé pour sa cruauté, et sa mort entraîna l'Empire dans une guerre civile d'environ 50 ans. Celle-ci ne prit fin qu'en 1845, lorsque le 19e Kanokupolu, Taufa'ahu, prit le pouvoir et parvint à réunifier le pays. Il en profitera alors pour supprimer le titre de Tui Tonga, marquant ainsi la fin d'une dynastie et d'un empire, tous deux vieux d'alors près de 900 ans. Et voilà, c'était une longue histoire, et on va maintenant se plonger dans les sources qui nous la racontent. On va commencer par les sources écrites, et là ça va être rapide, il n'y en a pas une seule. Bon, je suis mauvaise langue. Le célèbre capitaine Cook a bien visité rapidement l'Empire, et écrit quelques lignes à ce sujet dans son journal. Mais c'était à la fin du XVIIIe siècle, quand l'Empire tongien était à son crépuscule. C'est donc mieux que rien, mais ça n'est clairement pas assez. En fait, les sources principales sont les récits oraux. En effet, la tradition orale est très développée en Polynésie. La majorité des informations sur les grands événements de l'Empire en proviennent. Mais vous vous en doutez, le problème avec des récits que l'on passe de génération en génération au coin du feu, c'est que certains détails risquent de changer au fil des ans. Que ce soit volontaire, dans un souci de propagande, ou afin de rendre le récit plus intéressant, voire même tout simplement par erreur. Il faut toujours faire attention avec ce genre de sources. Il existe néanmoins des méthodes pour pouvoir réduire les risques d'erreur, comme par exemple croiser plusieurs histoires similaires venant d'îles différentes. Mais cette technique met parfois en évidence des incohérences flagrantes. Je vous parlais plutôt de la capture d'Uvea par le Tui Kaulufenoa, ce qui était déjà assez incohérent en soi, puisque l'île était déjà censée être sous contrôle tongien. En effet, je n'ai pas pu trouver la moindre source indiquant que l'île s'était libérée entre-temps, contrairement aux Samoa. Mais cela ne s'arrête pas là. En effet, et selon les récits d'Uvea, l'île aurait été d'abord envahie par un certain Gaasialili, puis libérée par Kaulufenoa bien des années plus tard. Mais, ces mêmes récits décrivent Gaasialili comme étant de la lignée des Tui Hatakalawa. Et c'est là un problème, car la lignée des Tui Hatakalawa ne fut créée qu'au retour de Tui Kaulufenoa d'Uvea. En suivant ces récits, Gaasialili est donc à la fois antérieur à Kaulufenoa et descendant d'une dynastie créée par Kaulufenoa. C'est une incohérence assez énorme, et il y en a bien d'autres. Ces sources sont donc clairement peu fiables. Mais comme on n'a pas beaucoup mieux sous la main, on est un peu obligé de s'en contenter. Et malgré leur manque de fiabilité, on peut quand même en déduire quelques grandes lignes sur lesquelles tous les récits s'accordent. Il s'agit des grands tournants de l'histoire de l'Empire, la libération des Samoa, la séparation du titre de Tui Tonga, puis la création du titre de Tui Kanokupolu. De plus, nous disposons également d'autres méthodes, certes plus détournées, de nous renseigner sur l'Empire. Déjà, l'archéologie. Des analyses chimiques d'environ 300 roches et outils en pierre trouvés sur l'île de Tongatapu, y compris dans les sites funéraires, ont démontré que les 2/3 provenaient d'îles telles que Samoa, Fidji, voire même Tahiti. Cette découverte démontre de façon certaine l'existence d'un immense réseau d'échanges en Polynésie, dont Tongatapu était probablement le centre. Autres exemples, les rites funéraires. Les envahisseurs tongiens introduisirent à Uvea la pratique d'ensevelir ses morts dans des langi, des caveaux en dalles de sable, qu'ils ont alors renommés Faitoka. Cette méthode, alors inconnue sur l'île, s'ancra profondément dans les mœurs, si bien qu'elle reste encore en usage aujourd'hui. Et j'aimerais finir cette vidéo sur les implications soulevées par cette dernière information. En effet, Tonga est parvenu à imposer ses rites funéraires à Uvea,
ce qui démontre d'une puissance culturelle phénoménale. Et l'influence de l'Empire tongien ne s'arrête pas là. Prenons le langage par exemple. Entre 72 et 86% du vocabulaire de la langue d'Uvea provient de la langue tongienne. Autre exemple, l'importance des pigeons. Car s'ils ont depuis longtemps été considérés comme des symboles de prestige à Tongatapu, ce n'a pas toujours été le cas ailleurs. Pourtant, ce symbole a fini par se répandre. Ainsi, même à Futuna, qui n'a que peu subi l'influence tongienne et n'a même jamais pratiqué la capture de pigeons, les nobles Sigaves se font représenter avec des pigeons domestiques sur les avant-bras. Décrire précisément l'influence de l'Empire des Tuitonga, ainsi que ses relations avec le reste des îles du Pacifique, restera toujours complexe, et même dans certains cas impossible. Mais je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse. Car l'Empire des Tuitonga est l'un des plus particuliers que j'ai jamais vu. S'étendant sur des milliers de kilomètres, mais avec moins de 100 000 habitants. Survivant pendant près d'un millénaire, mais ne laissant finalement que peu de traces. Chaque île était séparée des autres par un océan, mais était toutes plus étroitement liées à leurs voisines que bien des villages continentaux. Cette culture me fascine vraiment, et on aura l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu si c'est le cas, voire à partager, ça aide énormément, vous avez même pas idée. J'ai pris beaucoup de retard à la faire à cause des fêtes, de mes examens, de problèmes de PC, de problèmes perso, bref. Je vais essayer de me bouger les fesses et de revenir sur le rythme d'une vidéo par mois à partir de maintenant. Pour ce qui est des sources, je vous ai presque tout mis en description sauf une. En fait, avec mes problèmes de PC, j'ai perdu le lien d'un discours du professeur Okuzitino Mahina. C'était un très bon discours, qui résumait parfaitement l'histoire de Tonga dans les grandes lignes, et j'ai beau chercher partout, j'arrive tout simplement pas à le retrouver. Donc si vous y arrivez, ce serait vraiment cool. À part ça, j'ai déjà choisi le sujet de la prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à m'en proposer de nouveaux, ça peut toujours me donner des idées. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé, à bientôt, et bonne année.